Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Livre Adventure TV et au programme aujourd'hui Les Veilleurs aux éditions de Architectura. C'est un livre-jeu, un livre dont vous êtes le héros augmenté, je dirais, de Goualchmet, j'espère que je le prononce bien, et de Guillaume Tavernier au dessin. Je m'intéresse beaucoup à ces éditions depuis quelques temps parce que j'ai beaucoup apprécié Les Ribauds, un jeu de société pour lequel je diffuserai encore d'autres parties très sympas, donc de France Couder et de Guillaume Tavernier. Et là, vous pouvez voir le même nom au dessin. C'est un dessin que j'aime bien parce que c'est pastel, c'est fluide, c'est envolé. C'est pas un dessin dont on a l'habitude. Il y a vraiment une patte graphique bien à lui, ce dessinateur. Et ça m'a plu. Alors, j'ai également fait l'acquisition de Bataille en Ostarion, euh, quelque chose sur lequel je serai un peu plus mitigé, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. C'est un espèce de mini wargame. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que ça m'a rappelé les anciens encarts dans jeux et stratégie. Donc c'est un espèce de mini wargame et ça ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait trouver comme mini wargame au centre des revues jeux et stratégie, si vous connaissez. Normalement, oui. Revenons à nos veilleurs. Donc c'est un livre-jeu augmenté. Donc c'est un livre dont vous êtes le héros, avant tout, que voici. Et sur cette vidéo, je vais aller jusqu'au paragraphe numéro 1 et je pense qu'à l'issue de cette vidéo, vous saurez si ce livre-jeu est pour vous ou non et bien sûr détailler un petit peu le matériel. Donc pas de spoil sur cette vidéo. Par contre, sur la partie que je diffuserai, bien entendu, si vous souhaitez acheter ce volume, il serait peut-être plus prudent de ne pas la regarder pour ne pas vous divulguer le début de l'aventure, mais vous ferez comme vous le souhaiterez. Donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous donne rendez-vous après le mini générique. Alors, que trouve-t-on dans ce coffret? On trouve un certain nombre de fiches A5 cartonnées et en couleur, s'il vous plaît. Donc elles sont, ma foi, assez nombreuses, je ne les ai pas comptées. C'est peut-être marqué au dos. Je devrais pouvoir vous... Effectivement, 20 fiches A5 de lieu. Donc ce sont des fiches recto verso, comme vous pouvez le voir. Donc ici, il y a un bateau, ici, il n'y en a pas. Il peut y avoir des numéros cachés sur les fiches. Vous voyez ici, je crois qu'il y a un numéro pas ici. Ouais, j'ai même du mal à le voir. Et au fur et à mesure de l'aventure, donc, ça va vous donner un support visuel pour votre jeu. Donc, je peux en montrer une deuxième peut-être. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Le plan, parce que je cherche à pas trop vous donner d'indications si c'est possible. Ouais, le plan, il est par ici. Voici le plan de Morneval en Ostérion. On va détailler un peu plus avant l'univers tout à l'heure. Donc le Ostérion, c'est l'univers maison des éditions de Architectura. C'est un monde d'heroic fantasy avec un petit peu de magie, avec quelque chose d'assez light et fluide. Il y a des orques, il y a des gobelins, mais sous le trait de Guillaume Tavernier, ils en seraient presque sympathiques. Je dis bien presque. Il y a un roi avec des ribots qui sont chargés de maintenir l'ordre et d'éclaircir les mystères qui pourraient se poser en Ostérion. Donc, comme d'habitude, c'est recto verso. Vous avez un village ici avec des numéros 36, 16. Il faudra bien examiner ces fiches à la façon d'une BD dont vous êtes le héros. Ici, sur cette chaîne, on a l'habitude. Vous avez également une feuille de personnage vierge si vous le souhaitez. Vous pouvez également les télécharger sur le site de Architectura. Et puis de l'autre côté, c'est une scène, vous n'avez rien vu. Et puis vous avez également contenu dans un mini coffret, une série de cartes. Donc une série de cartes, on peut même vous donner là encore le nombre, combien de cartes, 32 cartes personnages et monstres. Que voici. Donc dans ce livre-jeu, vous allez pouvoir jouer deux personnages aux motivations radicalement opposées, vous allez le voir. Donc Thrall Gaion, que j'ai choisi. Vous voyez, je me suis imprimé une feuille de personnage sur le site de Architectura. Donc vous avez 6 feuilles de personnages disponibles sur le site avec les 6 archétypes, puisque vous allez pouvoir vous choisir un archétype.
hein. Et puis au dos, vous avez l'autre personnage qui est Al-Kashra, qui semble être un magicien, puisqu'il a un bâton de mage, il a une tête d'orque. Je ne sais pas si c'est un orque ou ça s'appelle comme ça dans ce jeu. Donc vous avez une série de cartes avec des monstres en silhouette. Bon, pourquoi on n'a pas eu de dessin, c'est un petit peu dommage. Alors peut-être parce que ces cartes apparaissent avec différents niveaux. Enfin, je sais pas, on va voir. Voilà, un certain nombre de cartes. Ici, vous avez, je vous les montre pas parce que, eh bien, ça serait du spoil. Et ces cartes, je pense, vont venir prendre place sur le plan et, vous voyez, le modifier légèrement. On connaît ça notamment avec 7ème Citadelle. 7ème Citadelle, jeu que je voudrais reprendre également. Et puis enfin, ça, vous connaissez, un livre-jeu, donc que je ne vais pas citer en paragraphe, mais en pages, parce que, donc 230 pages, comme vous pouvez le voir, parce que eh bien, c'est divisé en actes. Donc, à chaque acte, on reprend à zéro. Et ça, c'est peut-être sympa parce que, on va voir, hein, je n'ai pas testé, c'est peut-être sympa parce que on n'a pas besoin de reprendre depuis le début, peut-être si on échoue. C'est un peu le défaut dans des livres dans un héros. Parfois, on est obligé de relire des choses qu'on n'a pas envie de relire. Ça peut arriver, hein. Donc, si vous êtes d'accord, on va entamer un petit peu la lecture. Et puis, à l'issue de ça, vous saurez si ce livre est pour vous. Donc, L'éveilleur, illustration Guillaume Tavernien, direction éditoriale Géraud G, on ne connaît pas son nom. Et c'est peut-être Goualmèche d'ailleurs. Et relecture Charlotte Bouillon. Très bien. 9 chapitres, n'est-ce pas? Et puis, on va attaquer le prologue. Le livre que vous tenez entre les mains va vous permettre de vivre une aventure en solitaire dans le monde imaginaire d'Ostérion. Elle prend vie dans un univers médiéval fantastique et vous n'éprouverez sûrement aucun mal à vous plonger dans l'épopée qui est dépeinte ici. Vous n'avez besoin d'aucun autre ouvrage pour la vivre pleinement. L'intrigue s'inscrivant dans une trame plus large, elle se réfère parfois à des événements évoqués dans d'autres ouvrages de la gamme. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas nécessaires pour comprendre l'intrigue et toutes les informations vous seront données. En revanche, n'hésitez pas à approfondir vos connaissances d'Ostérion si le contexte du jeu vous plaît. Retrouvez ainsi les nombreuses publications disponibles sur le site de Architecturart. Alors je crois que j'ai prononcé au début de la vidéo de Architectura, mais c'est de Architecturart. C'est pas facile à prononcer, hein. Je ne sais pas si l'on fait exprès. Et donc notre aventure va prendre place autour de Morneval, par ici. Avant de commencer l'aventure, vous devez choisir parmi deux personnages lequel vous allez incarner. Ce sont deux personnages singuliers aux ambitions et aux motivations divergentes. Il est d'ailleurs fort probable que s'ils venaient à se rencontrer, une lutte sans merci les opposerait. Pour bien saisir les enjeux liés au choix du personnage, il vous faut prendre connaissance d'une partie de l'histoire du continent d'Ostérion. Celle-ci est marquée de périodes sombres où des puissances supérieures jouèrent un rôle dominant. Les légendes s'accordent à dire que parmi toutes celles ayant contribué à façonner le monde, deux puissances majeures émergèrent du vide primordial à l'origine de l'univers. Apparurent tout d'abord des dieux et des déesses, les divinités. Ces dernières s'éveillèrent et s'attelèrent alors à créer l'univers, rivalisant d'audace et d'imagination pour forger une infinité de mondes. Il se dit que le monde d'Ostérion naquit dans les premières heures de l'univers, en pleine grâce créatrice, et c'est pour cela que ce monde est idyllique. Avec tant de beauté et de force naturelle, une menace ne tarda pas à se faire jour pour Ostérion, un péril sérieux pour le pouvoir divin. Des êtres primordiaux, les titans, surgirent spontanément de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, de chaque brique élémentaire qui composait Ostérion. Ces éléments leur fournirent une source inépuisable d'énergie et ils égalèrent rapidement les divinités en puissance. Celles-ci furent effrayées de perdre le contrôle sur Ostérion, leur plus belle création qu'elles ne pouvaient laisser aux titans. Elles tentèrent alors d'altérer Ostérion pour réduire la puissance des titans en vain. Décidés à bannir les divinités de ce qu'ils estimaient être désormais leur terre, les titans leur déclarèrent une guerre ouverte. Les divinités comprirent que leur pouvoir ne détruirait pas les titans
et que ces êtres primordiaux ne pouvaient être blessés que par des créatures nées de la même terre, nées d'Ostérion même. Les divinités mirent leurs craintes de côté et engendrèrent des créatures dotées d'esprit divin, les dragons. Secondés par leurs compagnons draconides et orques, ils remportèrent leur première victoire et plusieurs titans furent enchaînés, démembrés ou encore endormis pour l'éternité. Loin d'abandonner la lutte, les derniers titans profitèrent de cette accalmie et s'allièrent pour riposter. Ils devaient eux aussi créer quelque chose de nouveau, de non divin. Ils s'abîmèrent dans les profondeurs du continent, là où coule la sève divine qui nourrit le monde. Cette sève leur permit de concevoir une arme terrible, capable de repousser les divinités, la magie. Cette création des titans devait les aider à lutter contre les créatures divines. Ils n'avaient cependant pas la tempérance des divinités et le chaos prit le dessus. Ils usèrent de cette énergie nouvelle, de cette magie, pour créer eux aussi des milliers de créatures en tout genre, intelligentes ou sauvages, féroces et sans modération, germèrent de la terre. Parmi elles, les pires de toutes, les serviteurs des titans, les primordiaux. Ils ressemblaient à des humains, grands, forts, mais surtout brutaux, sans tempérance ni sentiment. Certains primordiaux existeraient encore de nos jours, endormis, attendant que leur maître les appelle de nouveau, car les titans n'en sortirent pas indemnes. La création de la magie conduisit en d'innombrables points d'Ostérion à une remontée de la sève divine depuis les entrailles du monde. Des flux de sève chargés de magie débordaient à la surface et inondaient les terres sous forme de brume magique. Les animaux, comme la végétation, ne répondaient plus aux lois connues dans ces zones remplies de cette énergie. Les titans et leurs fidèles serviteurs, les humains primordiaux, vinrent puiser dans ces sources magiques. Pour mieux les contrôler, ils élevèrent des portails destinés à canaliser la sève magique qui en sortait. La guerre fit rage, et malgré toute cette puissance inépuisable, les titans échouèrent et les divinités prirent le dessus. Tous les titans furent détruits, enfermés ou endormis par les créatures divines. Le conflit prit fin, pour l'instant, car depuis s'étant tourmenté, une guerre de l'ombre s'est mise en place. Les divinités, grâce à leurs agents, continuent de traquer les derniers titans et de sceller définitivement les portails. Des agents divins se sont même spécialisés dans cette chasse aux portails, les porteurs. Les cultistes, eux, s'emploient à veiller les titans et les primordiaux dans l'espoir de temps meilleurs. D'autres forces sont à l'œuvre dans l'ordre. L'ordre est une des plus anciennes organisations d'Ostérion, une organisation secrète issue de puissants magiciens, les mages. Ces derniers avaient compris que la magie était à la fois un don pour Ostérion, mais aussi une malédiction, et qu'ils devaient la comprendre car elle corrompt les cœurs. L'ordre maintient l'équilibre sur le continent, que ce soit politique, économique, religieux ou encore naturel, pour permettre un développement harmonieux des espèces et des royaumes. Il veille ainsi à ce que ni les divinités, ni les titans ne prennent le dessus dans cette guerre millénaire. C'est en Morneval que les tensions risquent de se réveiller. Un violent séisme a frappé la région, loin de percevoir dans ce tremblement de terre une catastrophe tragique ou un caprice de la nature. Agents et cultistes y voient une puissante remontée de sève magique, peut-être même la localisation d'un portail. L'ordre dépêche ses gardiens, alertés par le risque qu'ils pressentent. Galvanisés par leur grand prêtre, les agents des divinités sont aussi en chemin. Eux redoutent que le séisme pourrait avoir provoqué. Ils cherchent à localiser l'éventuel portail car ils voient dans le tremblement de terre l'émanation d'une puissance suspecte, un danger immédiat et les prémices de la guerre qui mettrait Ostérion à feu et à sang. Vous le devinez déjà. Comme les antagonismes s'attirent, les cultistes ont quitté leur refuge secret. Ils voient l'occasion unique qu'ils n'escomptaient même plus. Le déclenchement soudain d'une activité tellurique a provoqué leur propre réveil.
S'ils parviennent avant les autres à l'épicentre du séisme, ils imaginent sans doute raviver la flamme du règne des titans. Tout sera une fois de plus à nouveau possible. Une révolte, une nouvelle ère titanesque. Voilà ce qu'ils désirent ardemment. Et enfin, pour ne rien arranger, le perfide et belliqueux seigneur de Morneval, le baron de Belfroy, compte bien revendiquer la possession du portail afin d'en tirer renommée, pouvoir et surtout richesse. En Morneval, tout se jouera. À vous de faire pencher la balance du côté qui vous paraîtra le plus opportun pour vous, pour vos maîtres, pour l'avenir d'Ostarion. Cela repose désormais en grande partie sur vos décisions, votre habileté et votre sagacité. Alors, qui allez-vous incarner? Alors, nous avons le choix entre Thrall, Gaillan, l'éveillé. C'est un humain primordial, un implacable serviteur des titans. Il est l'un des ultimes représentants de son espèce, héritier d'une lignée que l'on croyait disparue. Avec la chute des derniers bastions titanesques, les rares escapés parmi les primordiaux disparurent de la surface du monde. Ils se terrèrent parfois, succombèrent souvent. Pourtant, les plus illustres d'entre eux furent protégés par des cultistes qui voient leur vie à cette tâche obstinée dans l'espoir ténu d'une revanche. Les filles et les fils de ces fervents adeptes reprirent le flambeau de leurs parents quand ceux-ci, courbés par le poids des ans, ne purent plus tenir l'épée. Et les enfants de leurs enfants acceptèrent la servitude à leur tour, tels des fourmis besogneuses au service d'une reine évanouie. Les siècles s'écoulèrent, et le nom des derniers primordiaux tomba dans l'oubli jusqu'à ce jour. Thrall est l'un des survivants de cette époque révolue. Désormais, il vit reclus dans un monastère isolé au cœur des monts de fer, son esprit voguant sur la mer calme d'un sommeil éternel. Il espère un signe, maudissant sa destinée. Ses serviteurs préservent le secret et veillent inlassablement, éloignant les curieux à l'aide des montagnards avec qui ils commercent. Il y a peu, Thrall a ressenti intimement la violente secousse qui a frappé Morneval. Cela a suffi à le sortir de sa léthargie apathique dans laquelle il se complaisait. Bien sûr, il a perdu de sa puissance d'antan, mais sa force au combat vaut bien 20 hommes chevronnés. Sa détermination reste sans faille et ses suivants sont prêts à tous les sacrifices pour que soient ouverts de nouveau les portails enfouis. Il attend que déferlent sur Ostarion les flots d'énergie qui redonneront aux titans et à leur séide l'occasion d'une revanche tant espérée. Donc voici Thrall Gaillan, le personnage que je vais incarner. Alors effectivement, il n'a pas l'air commode. Puis vous pourrez incarner, si vous le souhaitez, Alkashra, le personnage. Il est le descendant de Urush, chevaucheur de dragons, le plus grand chef de guerre des tribus orques des confins orientaux d'Ostarion. Alkashra est un sage, guerrier accompli, mais surtout l'un des porteurs dont la vocation est de sceller les portails. Ces passages souterrains par lesquels fut canalisée la sève parcourant les profondeurs du monde représentent encore des dangers latents et redoutés pour les adeptes des divinités. S'ils étaient de nouveau ouverts, les érudits de l'ordre s'accordent à croire que la circulation non contrôlée d'énergie conduirait à l'avènement d'un second âge des titans. Avec les portails apparaissent les risques d'un nouveau conflit entre ces puissances, l'embrasement d'Ostarion, la fin des temps. Alkashra demeure un personnage de légende et certains pensent même qu'à sa mort, son âme vagabondera dans les limbes avant de se réincarner, forte de son expérience et de ses souvenirs. Doué de prescience, il a vu, lors d'un rêve de sombres événements, en Morneval, la veille du séisme. Il aperçut les efforts de la terre contrainte par des puissances immenses. Dans les fièvres de sa transe, il a aperçu d'étranges rouages gigantesques se mettre en branle, réveillant des esprits anciens animés par la colère et le ressentiment. Nombre de ces visions étaient confuses, mais le message était limpide. Le cataclysme en Morneval l'oblige à sortir de sa retraite au cœur d'un havre de paix, à l'écart de la fureur des hommes et de leur appétit insatiable du pouvoir comme de la destruction.
Il comprend qu'il doit se hâter, rassembler les siens et courir sans repos en direction de cette région hostile. Il faut être le plus rapide et localiser le portail qui est resté inviolé jusque-là. Il doit le clore à tout jamais, si la possibilité lui est donnée, puis disparaître une fois encore et goûter la quiétude de son écrin préservé. Voici Al-Kashra si vous souhaitez jouer ce personnage. Donc, vous l'avez compris, on a quand même 4 factions qui vont a priori intervenir dans cette histoire. Hein, nous avons les humains primordiaux, donc Tralgaïon, qui cherchent à réveiller les titans. Nous avons Al-Kashra, donc un descendant des chevaucheurs de dragons, donc au service des divinités, et qui cherche à contrecarrer les plans de Tralgaïon. Pardon. Nous avons également le baron de Belfroy, qui apparemment a un esprit plus mercantile et va chercher à profiter de ce portail. Et enfin, nous avons l'ordre qui cherche à préserver l'équilibre. Donc 4 factions, c'est bien. Et surtout, je trouve que d'ores et déjà, le thème de ce livre n'est pas manichéen. On ne sait pas qui sont les bons, qui sont les gentils. Peut-être l'ordre sont les plus aimables de ces 4 factions. On ne sait pas. Ça, c'est intéressant. Alors, le système de jeu. Au cours de cette aventure, vous allez devoir conduire la destinée d'un personnage charismatique du monde d'Ostarion. L'accomplissement de la quête qu'il a entreprise, sa réussite ou son échec pourrait influencer l'avenir même du continent, des répercussions que l'on imagine à peine. Afin de déterminer quelle route votre avatar devra suivre, le choix dépendra uniquement de votre volonté ou de votre intuition. Mais parfois la réussite ou l'échec d'une action dépendra des compétences de votre héros, inhérentes à son expérience, à ses aptitudes physiques ou mentales. Le système de jeu détaillé ci-dessus vous permettra non seulement d'incarner Al-Kashra ou Tralgaïon à travers différents profils, mais aussi de gérer toutes les situations où le hasard s'invitera, combat, épreuve, recours à la magie. Le choix crucial que vous aurez à faire concerne l'archétype de votre personnage. 3 vous seront proposés pour chacun des héros. Préférez-vous agir sous les traits d'un Tralgaïon, bretteur impitoyable, ou l'imaginez-vous maître de guerre et meneur d'hommes? Voyez-vous Al-Kashra s'avancer avec l'apparence d'un redoutable sorcier ou davantage comme un gardien du clan rapide et charismatique? Avant d'opérer ce choix stratégique, familiarisez-vous avec les règles exposées dans les chapitres suivants. Pour jouer, il vous faudra un simple dé à 6 faces, c'est parfait, j'en ai un, ainsi que la fiche de personnage que vous trouverez dans les cartes au format A5. Nous vous conseillons de la photocopier afin de pouvoir retenter l'aventure autant de fois que vous le souhaitez. Un crayon, une gomme et les fiches et cartes fournies avec ce livre. Donc 20 fiches format A5, on l'a vu, 32 cartes et un plan de la région. A noter qu'une fiche de personnage est disponible sur le site. Alors, niveau de santé et modificateurs liés, la première caractéristique qui définit votre personnage, ce sont ses points de vie. Alors moi, je vous montre, j'ai choisi un personnage avec 22 points de vie, c'est le maître de guerre. Le score de base représente son potentiel maximum lorsqu'il ne souffre d'aucune maladie et n'est ni blessé ni diminué. Il commence cette histoire avec un capital de 20 PV, mais certains archétypes peuvent amener les points de vie initiaux au-delà de ce score de base. Au cours de l'aventure, ces points de vie vont fluctuer au fil des rencontres et des événements. Certaines situations lui feront perdre des points, lors des combats notamment, d'autres permettront d'en gagner, potions de soins, repos mérités. Si votre héros voit ses points de vie chuter à 0, c'est la mort, et ainsi l'échec de la quête. Chaque niveau de santé est défini par des valeurs hautes et basses de PV, ainsi que d'éventuels modificateurs de tests de combat. Reportez-vous à votre fiche de personnage et au tableau de points de vie. Par exemple, si votre avatar ne dispose plus que de 14 points de vie, il est considéré comme blessé et souffre d'un modificateur de -1 pour tous ces tests de combat. Donc c'est bien fait, parce qu'effectivement, c'est affiché ici. Légèrement blessé, pas de malus. Blessé, -1 au combat. Gravement blessé, -2 au combat. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Corps et esprit. Deux autres caractéristiques contribuent à évaluer le potentiel général de votre héros. Elles sont liées directement à l'archétype que vous aurez choisi. Elles se présentent sous la forme de modificateurs potentiels qui influenceront les jets de dés au cours desquels ces caractéristiques seront testées.
Le corps englobe à la fois les notions de puissance physique et résistance, mais reflète aussi la coordination, l'agilité, la dextérité. L'esprit exprime tout autant la force morale et mentale du personnage que sa perception ou sa faculté de raisonnement. Ajoutez à cela une pincée de sensibilité aux enchaînements ainsi qu'un soupçon de charisme et vous devriez mieux cerner le périmètre de l'esprit. Exemple, si Al-Kashra dispose de plus un esprit, à chaque fois qu'il lancera un dé pour tester cette caractéristique, le résultat sera majoré de 1 point. Donc on reprend ma feuille de personnage. Voyez, moi j'ai plus 2 encore, plus 1 en esprit. Donc je vais rajouter plus 1 à mes jets d'esprit et plus 2 à mes jets de corps. Ce qui est logique, hein, puisqu'il a l'air assez costaud. Ensuite, combativité et défense. Ces compétences communes à tous les personnages permettent de gérer les affrontements inévitables et parfois féroces qui émailleront votre aventure. La combativité traduit l'aptitude martiale, l'expertise dans le maniement des armes. La combativité est exprimée sous la forme de dégâts potentiels que vous causerez à vos ennemis. Par exemple, Tralgayan, avec l'archétype maître de guerre, dispose de 1 dé plus 3 en combativité. Cela veut dire qu'il inflige entre 4 et 9 points de dégâts lorsqu'il touchera sa cible. La défense définit votre capacité à encaisser les coups, absorber les chocs ou éviter les attaques. A noter que certains équipements spéciaux ou objets protecteurs pourront accroître votre score initial. De la même manière, certaines afflictions et autres sortilèges néfastes pourront faire temporairement ou durablement baisser votre niveau de défense. Lors des combats, le niveau de défense est déduit des dégâts reçus pour calculer la perte réelle de points de vie. Testez une caractéristique. Rentrons dans le vif du sujet. À de nombreuses reprises, il vous sera demandé de tester une de vos 2 caractéristiques, corps et esprit, ou un don inné, voire plus loin. Afin de définir la réussite d'une action, enfoncer une porte, identifier une rune ou convaincre un interlocuteur, la résolution s'opère en lançant un dé à 6 faces, pondéré par le modificateur de corps ou d'esprit et d'éventuels modificateurs de circonstances. Lancez un D6. Ajoutez les modificateurs. Si le résultat final est inférieur ou égal à 3, le test est considéré comme un échec. S'il est supérieur ou égal à 4, c'est un succès. Exemple, pour contraindre une meute de loups à rebrousser chemin, Ali Ashra doit tester son esprit. L'orque, avec l'archétype héros des ancêtres, possède un modificateur de plus 2 dans cette caractéristique. Le texte prévoit que les loups sont affamés et qu'un modificateur de moins 1 doit être apporté. Vous jetez le dé qui s'arrête sur 2. C'est un échec. 2 plus 2, moins 1 égale 3. Les rues se ruent à l'attaque et Al-Kashra va devoir défendre sa vie, les armes à la main. Bon, c'est assez simple, limpide et clair, c'est exactement ce qu'il me convient. Pour chaque confrontation, vous trouverez les niveaux de santé de vos adversaires liés à leur point de vie, les dégâts qu'ils infligent, combativité, leur protection-défense, ainsi qu'une table de rencontre numérotée, c'est la table d'affrontement. Pour déterminer l'issue d'un combat, vous allez jeter un dé à 6 faces auquel vous ajouterez vos modificateurs éventuels et vous vous reporterez à la table d'affrontement. Alors ça, c'est pratique. Un seul jet par combat, c'est peut-être un peu expéditif, mais on va aller très très vite. Alors au niveau du combat, tout me va. Hein. S'il y a 3-4 jets de dés, comme dans Loup solitaire, je trouve ça sympa, il n'y a pas de soucis, mais un jet de dés, on ira encore plus vite. Alors, plusieurs modificateurs sont possibles. Le modificateur de corps, cette valeur est liée à l'archétype que vous choisirez. Modificateurs contextuels liés à la situation et l'environnement, et les modificateurs spécifiques liés à d'éventuels dons, objets, conditions particulières. Les modificateurs contextuels et spécifiques sont résumés en début d'affrontement. Le niveau des points de vie occasionne aussi des ajustements de tests de combat, on l'a vu. Pour chaque lancer de dés pondéré par les modificateurs, appelé test de combat, correspond un tour. Reportez-vous à la table d'affrontement du paragraphe en cours afin de déterminer le résultat du tour en fonction du test de combat. Alors j'ai dit qu'il n'y aurait qu'un seul lancer de dés, j'ai brusquement un doute, il y en aura peut-être plusieurs, probablement. Plusieurs cas sont possibles, la mort directe, le statu quo ou la blessure. Il existe 2 types de blessures, blessure dégâts de l'attaquant, combativité moins protection du défenseur, ou blessure critique, lorsque le coup touche gravement la cible. Dégâts de l'attaquant, combattant multiplié par 2, moins protection du défenseur. Donc lorsqu'on fait un coup critique,
eh bien, on double les dégâts. Il ne reste plus qu'à soustraire le score de blessure au point de vie du défenseur, et si celui-ci est toujours en vie, entamer un nouveau tour. Alors, je dis n'importe quoi, il y aura plusieurs tours. Tenez compte de l'éventuelle évolution des modificateurs liés au niveau de santé et des événements liés au tour. Exemple, alors ça c'est bien, il y a des exemples. Au cours de l'affrontement avec les loups, Al-Kashra aboutit lors du premier tour à un score de 4 pour son test de combat. Le texte dans la table d'affrontement indique qu'il inflige une blessure à son adversaire. Sa combativité est de 1D plus 3 et la défense des loups est de 1. Vous obtenez un 5. À votre lancer de dés, les loups subissent 5 plus 3 moins 1 égale 7 points de vie. Si la blessure avait été critique, les loups auraient perdu 5 plus 3 multiplié par 2 moins 1, soit 15 points de vie. Avec une telle blessure, la suite de l'affrontement sera sans doute plus simple pour l'orc, car le modificateur appliqué désormais au test de combat en raison de l'état de santé des loups lui permettra d'en finir rapidement. Donc avec ce type de système, il est important de réussir du premier coup, lorsque c'est possible. Enfin, le premier jet, si vous voulez, parce que la suite est plus facile. Des loups sauvages, de l'exemple ci-dessus, aux créatures bien plus effroyables, en temps les nuits de Morneval, les adversaires que vous allez devoir combattre seront de nature bien différente et leur ardeur au combat par essence tout aussi fluctuante. Et bien sûr, on va trouver des trésors. Au terme d'affrontements victorieux, vous aurez parfois l'occasion de déterminer si vous récoltez une récompense. Très bien. Archétype. Alors, dans les veilleurs, les caractéristiques, attributs et spécialités de votre personnage ne sont pas tirés au hasard. En effet, il vous est donné le choix entre différents archétypes. Une fois décidé qui aura votre préférence entre Al-Kashra, le personnage, et Tralgayan, le primordial, il vous restera à opter pour l'archétype souhaité en fonction de vos envies et du style de jeu que vous désirez expérimenter. Alors, chaque personnage possède un don inné, une spécialité unique et distinctive qui révèle une facette de son caractère ou de sa nature. Alors en lisant Tralgayan, je vous laisse lire l'autre texte si vous le souhaitez. Lors du conflit céleste qui ravagea le monde, les primordiaux furent le fer de lance des titans. Leurs créateurs, ils s'opposèrent sans relâche aux armées divines et de leurs prouesses martiales résultèrent d'éclatantes victoires. Tralgayan est l'un des derniers représentants de ces humains élémentaires. Un feu ardent coule dans ses veines et rares sont ceux en Ostarion qui seraient assez audacieux ou fous, plus assurément, pour le défier en duel. L'instinct du guerrier confère un temps d'avance à celui qui maîtrise ce don. Il permet de percevoir le danger avant qu'il n'arrive, d'anticiper les attaques, de prévenir les menaces. Certains y verront une chance insolente, mais ils se trompent. C'est au contraire l'essence même de l'art du combat. Alors, quels sont les différents archétypes? Alors, Tralgayan, maître de guerre, plus 1 en esprit, plus 2 encore, plus 3 en défense. Effectivement, c'est bien ça. Combativité 1D plus 4. Point de vie 22. Instinct du guerrier plus 1. Instinct du guerrier plus 1. Ok. Don de l'archétype commandement. Lors des combats impliquant des troupes, bataille, donc si le texte indique que votre unité subit un revers, lancez un dé. Sur 5 et un 6, vous pouvez ignorer cette injonction, la troupe concernée est sauve. Et enfin, l'appel aux armes. Une seule fois au cours de l'aventure, vous aurez l'occasion d'invoquer à nouveau une carte troupe dont vous avez été obligé de vous défausser. Elle peut entrer en jeu immédiatement. Alors ça, c'est sympa, il ne faudra pas que je l'oublie, mais je ne l'oublierai pas puisque c'est marqué au bas de ma feuille de personnage. Et puis Al-Kashra, donc plus 2 de préscience, là où moi j'ai instinct du guerrier plus 1. Alors j'ai pas bien compris pour l'instant à quoi servait le instinct du guerrier plus 1. Il est rappelé au niveau des dons. Je pense qu'on me le dira. Ça va être utile sur certains tests. Alors, Tralgayan, maître de guerre, duelliste ou rempart des titans, j'ai choisi maître de guerre. Et pour Al-Kashra, vous avez augure, héros des ancêtres ou champion du clan si vous voulez jouer un magicien. Les points d'héroïsme. Sans héros, pas d'aventure épique. Impensable donc de ne s'en remettre qu'aux vicissitudes du hasard.
Qu'il soit béni des dieux, né sous la bonne étoile ou trompe la mort, Tralgayan et Alcashra restent des personnages hors normes, et les points d'héroïsme sont là pour refléter cette condition du héros. À chaque lancer de dés au cours du jeu, vous pouvez dépenser un point d'héroïsme. Effectivement, je démarre à 10. Si vous décidez d'utiliser ce point avant le jet de dés, vous bénéficierez d'un modificateur de plus 2. Si vous consommez le point après avoir pris connaissance du résultat, afin d'infléchir la roue du destin, vous profiterez uniquement d'un modificateur de plus 1. Au début de l'aventure, inscrivez 10 dans la case point d'héroïsme de la fiche de personnage. Alors, l'équipement. Pour Tralgayan, j'ai une épée à deux mains, Casside la faucheuse d'âme, une côte de maille, quelques vivres, une outre d'eau en peau de bœuf, une potion extatique. Renferme une dose d'un puissant stimulant qui vous confère un modificateur de plus 1 point le temps d'une confrontation. Alors, il était bien de dire plus 1 point en quoi? Est-ce que c'est en combativité? Ça, c'est les dégâts, ça m'étonnerait. Je suppose que c'est en corps. Bon. Une bourse, vous ignorez le nombre de pièces qui laisse le contenant, mais suffisamment pour subvenir à vos besoins usuels. Et pour Al-Kashra, un bâton de combat, une armure de cuir, des fruits séchés, du pain de route et une outre d'eau en peau de chèvre, 2 potions de sitch, décoction de fleurs qui poussent exclusivement au pied des arbres foudroyés, permet de récupérer 3 points de vie en une prise. Et enfin, une poignée de pièces d'or dans votre poche, de quoi vous offrir quelques nuits dans une auberge. Il a l'air moins riche. Alors, on a bientôt fini avec ça, un peu long, mais pour avoir un beau jeu, il faut que ce soit un petit peu long. Hein. Voilà. Et puis une fois qu'on les a lus, c'est bon. Alors c'est pas très compliqué, mais il y a quand même quelques pages à lire. Et puis c'est un plaisir à lire, il faut bien le dire. Vous n'êtes pas seul en Morneval. Dans Les Veilleurs, le personnage que vous incarnez n'est pas uniquement l'un des plus puissants héros d'Ostérion. Il est également un chef de guerre, un meneur d'hommes qui inspire adorateurs et soldats dévoués. Votre nom est loué ou craint, mais ne laisse jamais personne indifférent. Vos hommes seront prêts à sacrifier leur vie afin que vous parveniez au terme de votre mission. Dans le cadre des escarmouches, vous allez devoir gérer vos compagnons. Chaque unité est figurée par une carte à jouer où son nom désigne sa spécialité, mêlée, distance, furtivité. Alors j'ai remarqué que dans les jeux de Architectura, Wart, je ne sais pas, parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre, eh bien vous avez une dimension wargame qui cherche à être développée. C'est clair et net. C'est particulièrement forcément distinguable sur Bataille en Ostérion qui est un wargame simplifié. Mais dans tous les jeux, je trouve qu'il y a un petit côté wargame également dans Adventure in Ostérion. Munissez-vous au début de la partie des 3 cartes correspondant à votre personnage. Alors ça, je n'ai pas fait, je ne suis pas prêt. Alors, ils sont là. Donc pour Al-Kashra, vous avez des archers, des guerriers du clan et des pisteurs. Ensuite, on a des mercenaires. Donc ça, c'est pas pour moi. Ça doit être au dos, forcément. Mais oui. Et pour Tralgayan, vous avez des sectateurs, des éclaireurs et des arbalétriers. Donc, je m'en munis, c'est fait. Vous pourrez enrôler d'autres troupes pendant l'aventure qui seront appelées troupes spéciales. L'issue des combats résultera à la fois de vos choix stratégiques et de la qualité des troupes que vous avez à disposition. Des illustrations spécifiques présenteront souvent le cadre des hostilités. La précision de ces plans de bataille dépendra des renseignements que vous aurez acquis en amont de l'affrontement. Avant chaque affrontement, placez vos cartes troupes devant vous. Chacune d'entre elles peut se présenter en 3 états. Donc, sauf c'est la situation de départ, votre troupe est prête au combat et en pleine possession de ses moyens. Harcelé. L'unité a subi un revers. Plusieurs de vos guerriers sont mal en point ou blessés. Le moral est ébranlé. Si l'unité survit à la bataille, elle pourra retrouver ses forces et commencer la prochaine en état sauf. Inclinez la carte de 90 degrés pour vous souvenir de son état. Détruit, l'unité a subi 2 revers ou une déroute. La troupe est immédiatement anéantie. Les rares escapés fuient le champ de bataille, la carte est immédiatement défaussée. Exemple, les archers d'Al-Kashra commencent le combat en état sauf. Au cours de la bataille, ils subissent un revers.
Faire pivoter la carte troupe à 90 degrés pour figurer l'état harcelé. Si la troupe subit un autre revers, l'unité est considérée comme annihilée et devra être défaussée. Illustration, fiches et numéros cachés. Au cours de votre aventure, vous allez explorer des lieux illustrés par une ou plusieurs fiches. Parfois, il vous sera demandé de poser l'ensemble des fiches correspondant à l'endroit que vous visitez. Dans d'autres cas, la progression se fera fiche par fiche et le texte vous précisera quand vous pourrez vous passer de l'une à l'autre. Quand vous pourrez passer de l'une à l'autre, pardon. La plupart du temps, le texte vous recommandera d'inspecter avec attention ces illustrations, car elles comportent des points d'intérêt exprimés sous la forme de numéros. Il renvoie des paragraphes du chapitre que vous êtes en train de lire. Certains numéros sont bien visibles dans un cartouche clairement identifiable comme celui-ci. Il vous suffit de vous rendre au paragraphe 85 pour en apprendre davantage sur cette zone. La flèche vers la droite indique de plus une direction d'observation. Il est possible que cela vous conduise à poser une autre fiche à côté de celle-ci. Mais certains numéros sont moins visibles, voire très bien cachés. Prenez donc le temps d'examiner avec attention les dessins en gardant en tête les deux principes suivants. La typographie, important, la typographie restera toujours la même et la taille de la police sera sensiblement identique. Seul le contraste, la couleur ou l'emplacement peuvent rendre le chiffre difficile à percevoir dans la scène illustrée. Alors c'est vrai que dans certaines BD dans l'Héros, c'est tellement bien caché, tellement bien dissimulé que c'est un peu compliqué quand même. Et je trouve que faire quelque chose d'abordable me paraît être un bon choix. En aucun cas, un élément de décor ne composera par sa forme singulière un des numéros de point d'intérêt. Si lors de votre périple, vous vous trouvez bloqué sur une fiche sans solution pour continuer l'aventure, c'est qu'un numéro est invisible à vos yeux. Et la solution est sur le site de Architecture Art pour prendre connaissance des numéros cachés. Alors ça, je trouve un peu dommage. Il ne faut pas donner la solution. Il y en a déjà suffisamment sur YouTube et ailleurs. J'aime pas que la solution, moi, soit disponible. Bref. Eh bien, si vous êtes d'accord, on va démarrer par le graphe numéro 1 et peut-être le numéro 2, cette aventure, si vous voulez voir le style. Alors, pour l'instant, ça m'a paru assez bien écrit, voire très bien écrit, avec un univers assez riche et intéressant. Alors, forcément, l'univers, pour l'instant, j'en connais surtout l'Iribo, et puis il n'est pas forcément énormément décrit. Donc là, tout de suite, on a quelque chose de beaucoup plus copieux et important sur le continent d'Ostérion. Bienvenue en Morneval. Personne ne s'attarde en Morneval. Vous connaissez sans doute ce précepte populaire. Dormez-y une nuit, réveillez-vous, gagnés par une angoisse sourde que peine à dissiper l'horreur. Dormez-y de nuit et soyez frappés d'abattement, de lassitude et de dépit. Dormez-y 3 nuits pour être en proie à un cruel tourment, subtil venin qui vous rongera l'âme jusqu'à la folie. C'est une région triste, froide, pluvieuse, où jamais les bourrasques d'un vent gelé qui balaye les vastes étendues de landes stériles et les hauts plateaux dénudés ne s'apaisent. Des herbes folles colonisent une terre noire et lourde où affleurent des blocs de granit émoussé aux formes mystérieuses mangées de lichens sur lesquels patientent choucasses ou corbeaux. Les maigres forêts, bosquets rabougris, sont éparpillés en lambeaux sinistres, lançant des fûts tordus dans la grisaille d'un ciel en berne. Des bocteaux épineux, où les frênes déploient avec peine des troncs tortueux qui foillent l'humus pourrissant de leurs tortueuses racines. C'est comme si une ancienne malédiction s'était abattue sur ces terres, une damnation éternelle pour punir on ne sait quel méfait. La main griffue qui enserre entre ses doigts osseux ce territoire perdu ne relâche jamais son étreinte glacée. Rien de bon ne pousse ici. Les récoltes sont maigres, les champs infestés de chiens-dents, les troupeaux sont rares et les bêtes faméliques. On ne compte plus les vélages qui se passent mal. Le lait tourne vite, le blé et le maïs pourrissent sur pied quand ils sont épargnés par les ravageurs qui s'abattent dès la levée. Menez-y votre cheval et voyez qu'il rechignera à avancer, lancera des ruades, hennira de terreur, les oreilles couchées, le regard fixe. Et devant les fermes isolées qui émaillent ce plateau rocailleux,
Vous entendrez les chiens aboyer furieusement sans raison apparente comme possédés. Aucune ville ou cité digne de ce nom ne vient rompre la monotonie de la région délaissée. Seuls des hameaux reclus, regroupements hétéroclites de masures délabrées et de rares villages austères marquent la présence humaine. Mais n'y espérez pas bon accueil. À votre approche, de fugaces silhouettes contrefaites regagneront à la hâte leurs cabanes de bois aux planches ajourées. Les habitants cloreront leurs volets grinçants, fermeront les portes à double tour. Si vous ne déguerpissez pas, ils lâcheront à vos trousses des matins féroces, aux yeux injectés de sang, qui vous harcèleront jusqu'au crépuscule. Après tout, vous l'aurez cherché, car pour rejoindre une de ces localités sans nom, il aura fallu vous aventurer dans des chemins tortueux et creux où se plaisent les fondrières encadrées de murs et de ronces. Nul panneau indicateur ne vient guider le voyageur ou l'informer sur le nom de ces trous perdus, mais peu de monde arpente ces sentiers où il est aisé de s'égarer. Finalement, on ne sait pas grand-chose des gens qui vivent ici. Ils sont discrets, parlent peu, évitent les étrangers, et personne, au fond, ne cherche à les connaître. La seule marque de civilisation dans cette région honnie est due à la présence de la haute chaussée des rois, qui traverse Ostérion de part en part. Le ruban pavé s'incurve au sud, contourne les contreforts des monts de fer et tire tout droit à Tavernes-Morneval. La route commerciale permet ainsi aux caravanes marchandes qui parcourent parfois le continent de gagner un temps précieux. À intervalles réguliers se trouvent des auberges, comme autant de haltes providentielles la nuit venue. Rares sont ceux qui se risquent à veiller à la belle étoile, sauf si une solide compagnie de mercenaires les escorte. Ces haltes ressemblent davantage à des bastions fortifiés. Les prix y sont opportunément prohibitifs, l'accueil jamais très agréable et les dortoirs spartiates. Mais à la rigueur toute militaire de l'organisation permet de se restaurer au chaud et d'éviter les dangers qui rôdent dehors quand s'impose le crépuscule. Si vous êtes tralgaillant, allez au 11, sinon ce sera le 20. Alors j'estime qu'on est toujours dans l'introduction, donc je vais vous lire le 11. Vous n'avez pas compté les jours depuis votre réveil dans ce monastère isolé des monts de fer, où vous vous reposiez. Il y a bien longtemps que vous avez perdu cette habitude, quand bien même vous l'auriez déjà eue. Mais vous devez admettre qu'une certaine perplexité bouleverse votre nouvelle existence. À peine avez-vous émergé des songes dans lesquels errait votre esprit qu'un tourment indéfinissable vous a aussitôt étreint. Un mantelet glacé dans lequel vous vous surprenez à frissonner. Pour le moment, votre résolution demeure intacte. Pourtant, l'impression d'être plus perméable à votre environnement, cette soudaine faculté à ressentir les choses anodines à laquelle vous n'auriez prêté aucune attention auparavant, vous cause une source d'incompréhension et d'agacement, comme un bourdonnement aigu et persistant dans l'oreille. Un sentiment inédit s'est installé en vous, sans y être invité. Vous ne souhaitez pas qu'il prenne trop de place, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr de pouvoir le chasser, ni même de le réprimer. Notez une nouvelle caractéristique sur votre fiche de personnage. Résolution. Pour le moment, son score est de 12, mais il pourra varier en fonction de vos choix en cours d'aventure, sans dépasser toutefois sa valeur initiale. Alors, la résolution, effectivement, n'est pas du tout indiquée, donc il faudra que je trouve une case. Rendez-vous au 1. On aboutit enfin au 1. Alors, pour l'instant, ça me paraît beaucoup plus noir, un peu plus dark que ce que je pensais de prime abord pour tout vous dire. Et c'est une bonne chose. Un coup d'œil sur le ciel plombé n'augure rien de bon. Des pénuages s'amoncellent en un troupeau sauvage annonciateur d'un orage ou d'une tempête. Pas de doute, vous voilà bien arrivé en Morneval. Mais qu'importe le temps, le froid ou la fatigue, quelque chose d'impérieux se joue ici, dans ces tristes contrées où tout pousse à croire qu'un des portails majeurs d'Ostérion s'est révélé. Vous en aviez conscience dès le début de votre mission. Pourtant, à ce moment précis, vous sentez intimement le poids de la responsabilité s'abattre sur vos épaules. Une présence qui écrase tout
tout de sa puissance hégémonique. Vous voilà désormais porteur d'un fardeau, aussi précieux qu'accablant. La première tâche que vous vous êtes fixée est de rejoindre vos suivants. Au cours du voyage, de fâcheuses circonstances vous ont obligé à vous séparer d'eux. Vous étiez alors convenu de vous retrouver à l'auberge de la halte que longe la haute chaussée des rois, non loin de la frontière occidentale. Un éclair aveuglant et soudain déchire l'horizon, talonné par le roulement sonore du tonnerre qui se répand en écho dans la plaine. Il est temps d'agir désormais, d'assumer votre destinée, alors que la grande voie commerciale déroule ses méandres à travers un jet de pierre, de la forêt d'où vous avez émergé. La route trace une hideuse cicatrice sur le ventre plissé de la région maudite. Elle semble déserte. Toutefois, comme l'averse s'abat brutalement dans un crépitement métallique, vous y distinguez un cavalier mystérieux qui chevauche un destrier aussi noir qu'un puits sans fond. Surgissant tel un cauchemar, il clopine laborieusement, affaissé sur le licol qu'il agrippe d'une seule main comme s'il était blessé ou assoupi. Si vous possédez une statuette d'argile ou simulacre représentant un loup ou un os, rendez-vous au 13. Dans le cas contraire, ce sera 8. Eh bien, je ne dispose de rien de tout ça, donc je vous propose de lire un dernier paragraphe au 8. Malgré la distance, vous avez le sentiment désagréable que le cavalier vous inspecte comme si vous étiez un insecte posé sous la loupe d'un savant qui hésiterait à entreprendre une dissection méthodique. Testez l'esprit, bénéficiez d'un modificateur de +1, car vous ne vous laissez guère impressionner par ce grand inquisiteur, par ce regard inquisiteur. Rendez-vous au 28 en cas de réussite ou au 2 si vous échouez. Et bien voilà, c'est comme ça que démarre cette aventure, fort appétissante ma foi. Alors on n'est pas dans le côté manichéen de loup solitaire, le guerrier sans peur ni reproche, exemple de tout défaut, et qui va faire le bien, uniquement le bien. Là c'est beaucoup plus gris, j'ai l'impression, et beaucoup plus dark. Et c'est une agréable surprise, je trouve ça fort plaisant. Eh bien écoutez, moi je vais continuer cette aventure qui sera diffusée dans un délai très rapide à l'issue de cette première vidéo. Et donc je vous invite à la suivre si ça vous a plu. Et mieux peut-être, si cette première vidéo vous a plu, d'abord jouer les veilleurs avant de consulter mon aventure. Si tout cela vous intéresse. Alors, je n'ai pas regardé le dos. Voici, alors un petit peu avec retard. Hein. On va lire le petit résumé, si vous êtes d'accord. Près de la frontière occidentale de cette sinistre région, connue sous le nom de Morneval, deux héros émergent d'une horreur fuligineuse, un mot que je ne connaissais pas. Leur destination est identique et ce qui les a conduits ici revêt une origine commune. Mais leur but, aussi secret qu'intime, diffère radicalement. Ostarion retient son souffle. La paix est menacée. L'un des portails majeurs, canalisant la sève primordiale qui irrigue la terre, comme le sang dans la chair, aurait été révélé par un puissant séisme. Voilà que vacille l'équilibre des temps, tandis que les événements se précipitent. À tout moment, le monde risque de plonger dans les flammes du chaos, alors que ressuscitent les spectres de la guerre éternelle. Dépêchez-vous, d'autres ont déjà pris les armes et se pressent sur les routes qui mènent en Morneval. Le livre de jeu que vous tenez entre les mains vous permet de vivre une aventure en solitaire dans le monde imaginaire d'Ostarion. Un univers médiéval et fantastique, bon jeu. Et bien voilà qui est fort appétissant. Le prix est indiqué ici, c'est 29 €. C'est ce que ça vaut. Hein. Je vois beaucoup de livres dans The l'euro qui sont à 19 €. Ici, vous avez moult matériel en plus, enfin un paquet de cartes plus un paquet de tuiles terrain à 5. Bon, ça fait 29 €. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Hein. Mais écoutez, il va être temps pour moi de vous laisser. Merci de m'avoir accompagné pour ces quelques dizaines de minutes sur Les Veilleurs. Et j'espère à bientôt sur la chaîne. Ciao.